Bienvenue sur le podcast Vegan Fighter France. Aujourd'hui, je reçois Angeline Verva, qui est actuellement la femme la plus forte de France. Nous parlons des sports de combat qu'elle a pratiqués, des sports de force et aussi bien sûr de son alimentation. Juste avant de commencer l'épisode, j'en profite pour vous dire que nous avons désormais un compte Twitter, en plus de Facebook et Instagram. Vous retrouverez le lien en description de cet épisode. Et maintenant, place à l'invité du jour. Bienvenue Angeline sur le podcast. Merci. Merci d'avoir accepté l'invitation. Je suis très content parce que ça faisait assez longtemps que je te suivais de loin. Je crois que j'avais vu une publication sur toi sur une page Facebook de bodybuilding et fitness, je sais plus. Mais il y a un paquet d'années, à l'époque où tu venais d'avoir un titre en boxe, je crois, ou quelque chose comme ça. Oui, ça date. Donc ça date un petit peu, mais pour commencer par le commencement, est-ce que tu pourrais te présenter pour les auditeurs qui ne te connaissent pas ? Alors, du coup, je m'appelle Angeline, j'ai 29 ans et je fais actuellement de la force, mais du coup, j'ai fait aussi, comme il a dit, de la boxe. J'ai fait du culturisme et maintenant, je me suis spécialisée dans tout ce qui est strongman. Ouais, c'est une question que je me posais, tu vois, quand j'ai préparé un petit peu. Est-ce qu'on peut dire strongman ou Oui, oui, bien sûr, strongwoman. ça existe, ok. Donc, ton parcours sportif, tu m'as dit, est-ce que tu as commencé quand tu étais enfant ou est-ce que c'est venu à l'âge adulte ou est-ce que tu as toujours été sportive petite ? Alors, j'ai toujours été très sportive, j'ai toujours fait plein de sports. Même en étant à l'école, j'étais dans les associations sportives, donc je faisais un peu de tout. Après, quand j'étais jeune, je faisais beaucoup d'équitation aussi. Et quand j'ai commencé à avoir 18 ans, je me suis mise vraiment à la boxe. D'accord, ouais. Qu'est-ce qui t'a amené à faire de la boxe ? En fait, je suis quelqu'un d'assez timide et renfermé sur moi-même. Et en fait, la boxe, c'était un moyen un petit peu de me libérer et de surmonter un petit peu ma timidité. D'accord. Ça t'est venu toute seule à un moment donné, tu t'es dit je vais dans un club de boxe ou est-ce qu'il y a quelqu'un, peut-être tes parents ou quelqu'un de ta famille qui t'a poussé vers ça ? Non, en fait, c'est venu un peu par hasard. C'est qu'en fait, il y a un club de boxe qui avait ouvert juste à côté de chez moi. Et en fait, ils étaient en pleine ouverture. Ils ont mis des pubs. En fait, je me souviens, c'était un panneau sur un rond-point. Et en fait, j'ai vu ça. Je me suis dit, bah, allez, c'est le moment. Ça va me faire prendre confiance en moi. Et du coup, je me suis inscrite. D'accord. Et alors, tu t'es mis à la boxe, mais Oui. entre s'y mettre et en faire en loisir et performer en compétition, il y en a beaucoup qui s'arrêtent entre les deux. Qu'est-ce qui, toi, t'amène à la compétition et jusqu'où tu es allé ? Alors moi, je suis une très mauvaise perdante. Donc c'est vrai que dès que je fais quelque chose, j'ai envie d'être la meilleure, j'ai envie de gagner et de me surpasser. Donc en fait, finalement, déjà au bout de quelques mois de boxe, on faisait déjà des petites mises de gants avec d'autres filles du club. Donc finalement, ça a été très très vite. Et après 6 mois, entre guillemets, je faisais mon premier petit combat en club. Et donc en fait, j'ai tout de suite commencé la compétition. D'accord. Et du coup, tu as été championne de France, c'est ça, ou vice-championne de France, Du c'est ça ? coup, c'est ça. J'ai été vice-championne de France en K1. En K1, ok. Discipline très dure hein, pour ceux qui ne connaissent pas. On est sur de la boxe pied-point, pied-point, genou. En plein contact. T'es allé en plein contact, hein. T'étais pas en Oui. light, il me semble, hein. Non, j'ai jamais fait de light. Ouais, bah, moi non plus. Écoute, team no light. On me l'avait pas proposé, je connaissais pas, je suis partie direct. Ouais, ouais, d'accord. Qu'est-ce qui fait que tu passes de la boxe au sport de force ? Est-ce que ça se fait progressivement ? Est-ce que tu en as toujours fait pendant que tu faisais de la boxe ? Tu faisais déjà une préparation physique avec beaucoup de force ou pas du tout ? Non, pas du tout. En fait, ça arrivait aussi un petit peu au fur et à mesure. C'était pas forcément calculé. C'est que, en fait, à l'époque, j'étais comptable et en fait, je faisais de la boxe en plus comme loisir. Mhm. Mais mon boulot de comptable, j'en avais marre parce que 8 heures derrière un ordinateur, c'est pas vraiment fait pour moi. Et du coup, j'ai voulu passer mon diplôme de coach sportive. Et en fait, pour le diplôme de coach, il fallait faire notamment du squat. Et au championnat de France, justement, je m'étais luxé la rotule. Et du coup, pendant mon combat, en fait, j'ai fait un back fist et mon genou est parti. Et comme j'avais les épreuves de coach sportive pas longtemps après, en fait, j'ai mis un peu la boxe de côté pour passer mes épreuves de coach. Donc, du coup, je me suis un peu plus concentrée sur la musculation classique. Et en fait, c'est de là où, à force de faire de la musculation, j'ai commencé par le culturisme.
D'accord, donc tu as fait aussi t'es monté sur les podiums, tu as fait des compétitions de culturisme, c'est ça? C'est ça. En fait, pendant ma préparation de coach, en fait, j'avais beaucoup de mouvements de musculation et j'avais aussi des tractions à passer. Donc, en fait, pour optimiser, j'avais fait une sèche et je m'étais dit que c'était une bonne expérience en tant que coach de monter en tant que culturisme. Donc, j'avais fait en bikini, en fait. Et comme ça, en fait, j'avais fait une vraie préparation muscu, diète pour connaître ce que c'est. Que tu as retrouvé en montant sur les podiums l'esprit de compétition que tu avais sur un ring de boxe, un jury qui te juge, t'as pas un adversaire en face que tu vas vaincre physiquement, tu vois. Est-ce que tu retrouves l'esprit de compétition un petit peu là-dedans ou est-ce que tu le fais purement pour l'expérience pour ton corps, quoi? Alors ça, je l'ai vraiment fait pour l'expérience et pour ma crédibilité en tant que coach, parce que je voulais vraiment en apprendre plus. Et d'ailleurs, je me suis même dit, c'est dommage parce que ça m'aurait même aidé à être au poids quand je faisais de la boxe si j'avais un peu plus de connaissances sur ces sujets-là. Et donc c'était vraiment ouais, une expérience pour moi en tant que coach que je voulais faire. Mais il n'y a pas ce dépassement en fait que j'avais quand je monte sur un ring. Et entre guillemets, quand on monte sur un ring et qu'on va chercher un titre, en fait, on laisse pas vraiment le choix. En fait, après, il peut toujours y avoir des discords sur un jugement. Mais c'est vrai qu'en body, en fait, on a l'impression qu'on laisse un peu notre sort au jury et qu'on n'est pas vraiment décisionnaire enfin, de la décision, quoi. Mmh. Donc, c'est vrai qu'en boxe, on va dire que si je perds un combat, en fait, je vais me dire, ouais, j'aurais dû faire autrement. Alors que en culturisme, c'est plus compliqué. En fait, si on n'est pas premier, on va se demander pourquoi. Peut-être que c'est l'appréciation du juge. C'est moins clair, en fait. Est-ce que comment dire, le résultat, il est un peu joué d'avance juste avant que tu montes sur le podium? C'est-à-dire, c'est quand même le résultat de toute ta préparation que tu montres. Est-ce que tu peux faire la différence sur le podium par rapport aux autres? Parce qu'en boxe, ça l'est, comme tu dis, voilà, tu descends du ring, si tu as perdu, tu te dis, bah, si là j'avais mis un coup de ce côté-là au lieu de ce côté-là, peut-être que ça aurait changé la donne. Comment dire, tu vas pas changer de corps sur le podium, quoi. C'est Tu ça. vois. Alors, entre guillemets, oui, alors physiquement, on va dire les jeux sont déjà faits avant, forcément. Mais après, ils vont noter aussi beaucoup d'autres critères, le posing, etc. Mhm. Et ce que j'ai trouvé un petit peu, enfin, que j'ai pas trop aimé en body, c'est que par exemple, sur des régionaux, ils m'avaient reproché de pas être assez sèche. Et sur la finale, par exemple, ils m'ont reproché d'être trop sèche. Et en Mhm. fait, des fois, je me dis, d'une compétition à l'autre, on va pas te reprocher les mêmes choses. Et il y a un jury qui voudrait que tu sois plus sec, l'autre jury qui voudrait que tu sois moins sec. Mhm. Enfin, j'ai Ouais. l'impression que c'est un petit peu en fonction des jurys. Ouais, ça dépend beaucoup du jury, d'accord. Ouais. Et donc la prochaine étape, c'est le power? Ça Bah, fait du coup, en combien de fait, temps? alors, après le culturisme, en fait, j'ai voulu remanger parce qu'au niveau de la diète, en fait, j'en avais marre de me priver. Donc, j'ai remangé, je suis remontée en poids. Et du coup, là, je me suis dit, bah, quitte à remonter en poids, autant pousser. Et c'est là, en fait, où j'ai commencé bah, par le powerlifting, la force athlétique. Et donc, j'ai fait pareil des compétitions de force athlétique. Et c'est seulement après où je me suis mis au strongman. D'accord. OK. Et en force athlétique, parce que c'est des charges qui parlent un petit peu à tous les pratiquants de musculation, tes maxi aujourd'hui, c'est quoi? Alors, aujourd'hui, le maximum que j'ai fait au squat, c'est 180. Mmh. Au développé couché, c'était 105 et au soulevé de terre, c'était 215 en sumo. D'accord. C'est absolument, énorme, hein, pour, le j'ai beaucoup de copains qui vont écouter qui ne les font pas, hein. Qu'est-ce que ton poids de corps, c'est quoi? Si, c'est pas indiscret Alors en pour catégorie, en fait, je suis en moins de 82 kilos. d'accord. Power ou strongman, est-ce que tu peux expliquer un peu la différence pour les gens qui connaissent pas? Alors du coup, powerlifting, force athlétique, il y a les trois mouvements, donc squat, développé couché, soulevé de terre. Et en fait, on va rester sur ces trois mouvements-là. Alors qu'en strongman, ça va vraiment être des épreuves différentes à chaque fois. Donc il va y avoir des épreuves un petit peu typiques comme le log lift, les farmers, le car deadlift. Et après, il va aussi y avoir des épreuves en fait qu'on va trouver sur certaines compétitions comme du tirage de camion qu'on a en fait quasiment jamais l'habitude de s'entraîner dessus. Tu n'as pas trop l'occasion de t'entraîner dessus, mais tu te dis que tes adversaires non plus?
Donc, Oui, c'est ça, hein. En ouais, fait, ouais, c'est tellement d'une compétition à l'autre. Alors forcément, il y a des épreuves où on va s'entraîner dessus, comme le log lift ou les stones, les grosses boules en béton. C'est des épreuves un peu typiques. Mais après, c'est sûr que du tirage de camion, on va pas en faire tous les jours. Donc, c'est des épreuves qu'on va s'entraîner quasiment en compétition. ouais, bien sûr. Et comment dire? Est-ce que tu retrouves un petit peu le meilleur des 2 mondes dans le sens où, tu as quand même un aspect show quand tu as des compétitions de strongman, il y a du public. Le but, c'est que ce soit impressionnant comme tu disais, Oui. mais en même temps, c'est quand même celui qui va soulever le plus lourd ou le plus longtemps ou le plus rapidement, des charges qui va gagner. C'est-à-dire que ça reste entre guillemets «le plus fort» dans les règles de l'épreuve qui gagne, quoi. Oui, c'est ça. Sur le strongman, en général, il n'y a pas trop à discuter. Je veux dire, si je fais un soulevé de terre à 215 et que ma concurrente, elle fait 200, bon, bah, je gagne l'épreuve. Donc, c'est Oui. vrai qu'il faut se dépasser, donner le meilleur. Et comme ça, si on est meilleur, il y a pas de souci à se faire. Ouais, ouais, ouais. D'accord. Je vois bien. OK. Et les sports de combat, tu en fais plus du tout ou est-ce que tu en fais encore un peu pour le plaisir? Non, c'est vrai que là, j'en fais quasiment plus. Ça peut m'arriver vraiment de temps en temps de faire un petit peu de combat pour moi. Et après, je vais avoir quelques coachings vraiment débutantes qui veulent apprendre les bases. D'accord. Donc tu fais un peu de pattes d'ours, un peu de trucs comme ça avec des débutants, c'est ça? Ouais, des débutantes d'ailleurs, parce qu'en Ouais, général, c'est quelques femmes des fois qui veulent apprendre les bases plutôt en coaching individuel, donc peut-être avant de faire un cours collectif. Et du coup, j'en ai quelques-unes en coaching qui veulent apprendre vraiment les bases pour avoir quelques notions. d'accord. OK. Eh bien, j'aimerais bien parler un petit peu de ton alimentation. Ouais. On avait fait une publication sur toi au tout début de la page Vegan Fighter, bien avant les podcasts, donc ça devait être en, je sais plus, 2019 ou quelque chose comme Mm. ça. Heu, tu avais une alimentation végane depuis déjà, je crois, 9 ans. Qu'en est-il aujourd'hui, déjà? Est-ce que, est-ce que tu es morte d'une carence ou Non, absolument pas, je vais très bien. tout va bien, déjà, c'est bien? Ouais. Et peut-être commencer par le début. Qu'est-ce qui t'a amené, donc, il y a, un peu plus d'une dizaine d'années maintenant, qu'est-ce qui t'a amené vers cette alimentation? Alors du coup, bah, moi, je viens d'une famille carnivore, donc j'ai aucun vegan autour de moi. Mes parents ont toujours mangé de la viande. Moi-même, j'ai toujours mangé de la viande. Et à côté de ça, en fait, j'ai toujours adoré les animaux. Donc depuis toute petite, en fait, je récupérais bah, les chats dans la rue. En fait, tous mes animaux, c'est que des animaux en fait que j'ai sauvés. Et en fait, j'ai commencé à m'intéresser vraiment au bien-être animal parce que je pense que quand j'étais enfant, bah, je mangeais de la viande parce qu'on m'en servait dans mon assiette. Et aux alentours de 16-17 ans, j'ai commencé à regarder des vidéos, notamment les reportages de L214 sur les conditions d'élevage, d'abattage. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, c'est pas possible que je finance ça parce qu'à chaque fois que je vais acheter, bah, finalement, ça veut dire que je cautionne ce qu'ils font. Et vu que je cautionne pas, en fait, j'ai décidé de boycotter. Et au début, ma mère m'a regardée en me disant que j'allais tenir une semaine et que j'arriverais pas. Et finalement, bah, j'en ai jamais remangé. D'accord. Donc là, tu parlais de la viande. Les autres produits d'origine animale, c'est venu plus tard ou? Non, alors moi, en fait, j'avais fait vraiment sur un coup de tête, mais en fait, j'y connaissais rien. Mmh. Donc, au début, quand j'ai commencé, c'était un petit peu aléatoire parce que j'allais manger des pâtes, mais ma mère, elle me disait, bah, allez, mets un œuf avec. Donc, des fois, je mettais un œuf avec. Et en fait, c'est au fur et à mesure où j'ai découvert aussi les substituts où j'ai commencé à découvrir le soja, qu'est-ce que c'était, est-ce que je pouvais en manger, et ainsi de suite. Donc, en fait, enfin, mon idée, c'était vraiment sur un coup de tête. Et en fait, j'ai appris sur le tas à voir qu'est-ce que je pouvais manger. D'accord. Et donc à ce moment-là, donc tu dépendais plus du tout de tes parents ou quand tu as fait tout ça ou? Si, si, bah, j'habitais encore chez ma mère. Ouais. Donc, elle n'était pas vraiment d'accord, mais vu que je suis une tête de mule, elle n'a pas trop eu le choix. Mmh. Et du coup, après, bah, vu qu'elle voulait quand même que je mange des protéines, finalement, elle s'est mise à acheter du tofu, soja, sétan, tempeh, légumineuses, etc. Ça leur a pas donné envie un petit peu d'essayer aussi ou? Alors, ma mère le fait quand on mange que toutes les deux, mais Mmh. je sais très bien que quand je suis pas là, elle n'est pas végane non plus. Mmh. D'accord.
Et ouais, je sais, c'est toujours difficile quand tu as des gens que tu aimes à proximité et qui comprennent pas cette démarche-là ou qui marchent pas à fond dedans. Tu vas pas t'arrêter de les aimer non plus, hein. Et je le dis à tous les auditeurs, hein, ne reniez pas toute votre famille tout de suite. Mais ouais, c'est sûr que ça fait toujours mal. Bon, moi, j'ai la chance de pas avoir à me poser la question. Ils sont tous devenus véganes. Mais, euh, mais je me rends compte en discutant avec du monde que c'est pas si simple que ça dans la plupart des cas. C'est ça. Moi, j'étais la seule à avoir eu cette démarche en fait de devenir végane. Donc, personne m'a vraiment compris. Et aujourd'hui, on va dire tous mes proches, ils vont me dire oui, je comprends pourquoi tu fais ça, mais je suis pas prêt à le faire. Donc, c'est souvent la réponse que j'ai. C'est quelque chose d'assez difficile et je le dis toujours, hein, il faut arriver à ne pas se braquer quand on entend cette phrase, même si ça n'a un peu aucun sens, hein, dans nos oreilles. C'est-à-dire que tu as envie de demander pourquoi tu n'es pas prêt. Si tu comprends pourquoi tu n'es pas prêt. Et malgré tout, il faut rester, je pense, pédagogue et accepter que chacun son rythme. Même quand nous, on a un rythme très rapide, bah, y en a qui sont différents. Et ça ne veut pas dire que cette démarche, elle se fera jamais, quoi. Ouais. Surtout que moi, je le dis parce que j'étais une carnivore adolescente. Donc, tous ceux qui disent c'est une habitude, c'est une tradition, c'est machin, bah, moi, j'étais dans ce cas-là où en fait, enfin, je viens d'une famille de carnivores. J'ai toujours eu des gens qui mangent de la viande autour de moi. Et j'en ai mangé également parce que j'étais habituée à manger de la viande midi et soir. Et pourtant, bah, j'ai pas eu de difficulté en fait à devenir végane. Et au contraire, maintenant, c'est l'inverse. C'est pas que ça me manque, c'est que ça me dégoûte. Donc maintenant, rien que de voir, en fait, dans ma tête, maintenant, je vois un cadavre, donc ça me dégoûte. Et oui, oui. Mais c'est vrai que en fait, tu es un exemple intéressant parce que bon, tu es une fille, tu es une grande blonde, tu vois, d'origine probablement du Nord. Et si on en croit les deux soi-disant experts du domaine, tu devrais pas pouvoir survivre avec une alimentation comme ça. Ah bon? Or, tu es toujours là. Ah oui, oui. Voilà. Le message que j'essaie de passer, désolé pour la répétition pour ceux qui écoutent tous les podcasts religieusement, merci à vous, encore une fois. Mais si toi, tu arrives à te hisser à un certain niveau quand même en boxe pied-point, à faire de la force, à faire du strongman, je pense qu'il n'y a quand même pas beaucoup de filles en France qui sont à ton niveau de force et de physique. Et ben, monsieur tout le monde, il y a personne qui a une excuse pour pas consommer ce type d'alimentation, quoi, quelque part. Mis à part les cas de maladie, hein, bien évidemment, il y a peut-être des cas de maladies spécifiques qui me dépassent, qui font que les gens tolèrent aucune fibre ou ce genre de trucs. Mais si vous êtes quelqu'un en bonne santé ou en relative bonne santé, il n'y a vraiment aucun risque à tenter d'avoir ce genre d'alimentation si toutefois les aspects éthiques vous touchent. Ouais, Ouais. ouais. Et puis, bah moi, bah, c'est vrai que j'ai été donc vice-championne de France en K1. Et après, j'ai aussi été championne de France, du coup, en force athlétique et championne de France en strongman. Donc, du coup, ça fait quand même trois disciplines où, où j'ai des bons titres. Et ce qui est marrant, c'est que, bon, c'est vrai que je suis quand même assez baraquée. Et souvent, en fait, les gens, quand je leur dis que, bah, souvent, je leur dis, je mange pas d'animaux. Et souvent, ils me disent, mais c'est pas possible, ça se voit pas. Et à chaque fois, je leur dis, mais comment ça se voit pas? Parce que t'es végane, ça doit se voir sur ta tête. Et donc, à chaque fois, ils me disent, bah ouais, mais enfin, c'est pas possible que tu aies un physique comme ça en étant végane. Je fais, bah si, je mange équilibré, je fais du sport. En fait, on peut pas voir sur quelqu'un qu'il est végane ou pas. Et oui, bah, bien au contraire, en fait. C'est limite un. En fait, les gens ont un aspect dans leur tête du vegan rachitique. Et et il y en a probablement, il y a des maigres, des gros, aujourd'hui, tu peux manger de la glace Ben Jerry's vegan, tu C'est vois. ça. Tous les soirs, tu peux te faire un pot si tu veux. Tu seras pas sec, écorché ou rachitique, hein. Et je suis client, hein, de ces trucs-là, hein. Crois-moi que j'en consomme. Je sais pas si toi, tu t'en manges de temps en temps, mais voilà, ce genre de truc, je connais aussi, hein, et je comprends. Tu peux être vegan et avoir le physique de ton voisin qui ne l'est pas toute ta vie, sans aucun problème, Oui. quel qu'il soit. Donc ça, c'est clair. Maintenant, ça quand même, quand tu fais cette démarche-là, la plupart des gens ont quand même tendance à assainir un petit peu leur alimentation. Est-ce que toi, ça a eu cet effet-là ou est-ce que tu l'as fait purement pour des raisons éthiques à la base et ensuite tu as, entre guillemets fait avec?
Ouais, moi, c'était purement pour des raisons éthiques. Le côté santé sport, en fait, c'est pas quelque chose auquel je me suis intéressée quand j'ai fait ma démarche. Ça a été plus un bonus appréciable? Ou est-ce que du coup, est-ce que tu as vraiment vu la différence? Parce que tu étais peut-être pas au même niveau sportif au moment où tu as commencé cette démarche qu'aujourd'hui, enfin c'est sûr. En fait, c'est compliqué de comparer parce que c'est vrai que bah, j'étais adolescente, j'avais 17 ans quand j'ai arrêté. Et du coup, en fait, tous mes titres, je les ai eus après. Ouais, Donc, en fait, tu as fait en fait, toute tout ta ce que j'ai, carrière, ouais, c'est végane, ça, tout quoi. ce que j'ai construit sportivement, j'étais déjà végane. Donc, j'ai pas eu de avant-après pour comparer. Mais en tout cas, ouais, toute ma musculature et tous mes titres, bah, je les ai acquis bien après. Tu pesais combien quand, tu avais 17 ans et que tu t'es lancé dans cette démarche? Moi, je devais peser 70 kilos. Ouais, donc 10 kilogrammes, plus que 10 kilogrammes, j'ai envie de dire même, parce que si tu as construit de la musculature, en général, tu, heu, tu grognes un petit peu sur de la masse graisseuse, des choses comme ça, donc tu as au moins pris 10 kilogrammes secs a priori. Heu, Ouais. c'est, heu, c'est beaucoup pour une fille, hein, on n'en voit pas beaucoup des progressions, comme ça. Hem, Franchement, c'est un message qui est très positif pour le véganisme, donc je suis content vraiment de te recevoir pour ça. On a eu beaucoup d'exemples qui vont à l'encontre de ces stéréotypes-là. On a eu Amaury, je ne sais pas si tu as eu l'occasion d'écouter, qui fait 98 kilos, donc c'est un garçon Ouais. bien sûr, mais il fait 98 kilos, assez balèze aussi, c'est le plus lourd qu'on ait eu jusqu'à présent. J'ai besoin aussi d'exemples comme ça. On en a plein qui sont normaux, entre guillemets, il n'y a rien de péjoratif, mais les gros gabarits, les gros physiques comme Amaury ou comme toi, ça montre que c'est possible. Et ça, euh, et ça, je pense que le public a besoin de l'entendre un petit peu. Et puis en Bon. plus, donc du coup, je concours en moins de 82, mais en off-saison, je suis facilement à 85. Ouais, Ouais, oui, ouais. oui. Ouais, ouais. Est-ce que au niveau de ton alimentation, c'est quelque chose que tu suis de près aujourd'hui, ou est-ce que, parce que tu sais, dans le strongman, on a tout de suite cette idée du strongman qui mange autant qu'il veut, entre guillemets. Mais il y a quand même des catégories de poids qui Oui, c'est existent. ça. En fait, Et voilà, est-ce que tu as aussi des sèches à faire pour rentrer dans ta catégorie? Comment ça se passe? mais en fait, en strongman, on voit beaucoup en fait, des gens énormes qui mangent beaucoup parce que c'est les open. Et en fait, Oui, quand tu es en open, il n'y a plus de limite. Donc, bah, moi, par exemple, chez les femmes, il peut y avoir des femmes de 140, 150 kilos en open. Donc, en mmh. fait, moi qui suis en moins de 82 kilos, j'ai pas d'intérêt à concourir contre des femmes de 140 vu qu'après, il n'y a plus de limite de poids. Oui, oui, bien sûr. Et du coup, pareil chez les hommes, c'est pour ça que quand on regarde les official strongest men, vu qu'il n'y a plus de limite, en fait, bah, ils mangent autant qu'ils veulent parce que enfin, même un mec contre 250 kilos, et ben, il va être contre des mecs de 170 kilos, voire Mmh. même 180 kilos. Donc, Pour le commun des mortels, on se dit, bah, c'est kiff-kiff, mais en réalité, il y a une grosse différence entre les deux bonhommes. ouais, quand il faut soulever des poids, il y a quand même une grosse différence. Après, maintenant, en strong, il y a quand même des épreuves de plus en plus cardio. Donc, ça paraît pas, mais pour un strongman, un max rep sur une minute, bah, ça reste des épreuves cardio pour nous. Oui, bien sûr, et puis Donc maintenant, il faut quand même ceux un qui en doutent minimum. devraient essayer, hein. Ouais, 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 ouais. ouais. Ok, excuse-moi, je t'ai coupé. Ouais, non, du coup, je disais, ouais, donc malgré maintenant qu'on est dans des épreuves de force, il y a quand même un petit côté cardio. Ouais, maintenant, il y a de plus en plus d'épreuves où c'est soit un maximum de répétitions, un temps imparti, soit même des distances à parcourir. Donc, il faut quand même maintenant un minimum de cardio en strongman. Hmm, d'accord. Ok, donc la question initiale, c'était comment tu contrôles ton alimentation? Est-ce que tu vas peser un peu tout ce que tu manges? Comment ça se passe? Alors, quand je faisais du body, je pesais. Mais maintenant que je suis en strong, je pèse plus. Je fais approximativement, on va dire, mes protéines, mes glucides, mes lipides. Mais je m'embête plus à peser. D'accord. Ouais, après, quand tu as mesuré, parce que j'imagine que quand tu faisais du body, tu mesurais un peu tout, tu pesais ce que tu mangeais. Oui, Comment dire, tu acquiers une connaissance un petit peu de ce qui vaut quoi. Alors, tu sais à peu près ton bol de riz, combien il y a à la louche de calories dedans, quoi. A, oui, c'est ça. a priori, donc tu sais à peu près s'il faut que tu manges plus, s'il faut que tu manges moins, voilà, quoi. Oui. Ah, surtout si tu dis que tu passes de 85 à combien? 81 ou 82, 80? ouais.
82, on parle de 3 kilos. C'est quelque chose qui se fait pas à l'aveuglette non plus, mais qui se fait un peu à la louche. Ça se fait 3 kilos. Ouais. Celui qui a perdu 8, 9 kilos, là, si on n'est pas très précis, c'est difficile, quoi. Ouais, ça devient compliqué. Voilà. D'accord. Est-ce que tu penses que tout le monde devrait faire des sports de force aujourd'hui, quelle que soit la discipline initiale, c'est-à-dire par exemple quelqu'un qui pratique les sports de combat aujourd'hui, est-ce qu'il doit intégrer des mouvements de force dans sa préparation physique? Oui, je pense que ça sert toujours. Après, par exemple, tout ce qui est sport de combat, par contre, ça va rester de la force, mais de la force explosive. Donc, parce que nous, en force, c'est vrai qu'on a tendance à être assez lent. Et dans les sports de combat, il faut surtout pas perdre sa vitesse. Mais après, on va pouvoir travailler l'explosivité, par exemple, en mettant une charge lourde contrôlée et juste après, en mettant un peu plus léger et on a la de la vitesse vraiment pour travailler l'explosivité. Mmh. Ouais, disons qu'il faut tenir compte du transfert entre les deux. C'est ça que tu veux dire, quoi. C'est-à-dire C'est ça. En qu'entraîner fait, la force, oui, mais s'entraîner aussi à la transférer de manière rapide. c'est ça, parce qu'en fait, plus on a de force, évidemment, plus on va taper lourd, donc mieux c'est. Mais il faut rester le plus rapide possible également. Donc, il faut travailler pour essayer d'avoir les deux en même temps, ce qui n'est pas forcément facile. Mmh. Les sports de préhension, t'en as fait un petit peu ou t'as fait que de la percussion? Non, non, moi, j'ai pas fait forcément d'autres choses. Tout ce qui est lutte, MMA, tout ça, t'as pas trop. Non, j'ai jamais testé. Ben, je trouve justement, si un jour tu as l'occasion d'essayer, que c'est sympa parce qu'en fait, tu as un vrai transfert de la force dans les sports de lutte, de grappling. La force est beaucoup plus utile que dans la boxe, je trouve. Mais en Alors, fait, alors pour moi personnellement, c'est vrai que c'est des sports en fait que j'aime beaucoup. Mais du coup, comme je sais que j'ai ma rotule qui se déboîte assez vite, à chaque fois que je me dis s'il y en a un qui me tord la jambe, ma rotule elle va sauter. oui, oui, bah, c'est une des blessures très courantes. Je sors d'une Ouais. entorse du genou, moi aussi, il y a Ouais. quelques semaines. Petite entorse du ligament collatéral, donc Ouais, ça fait ça mal. va, ça fait mal, mais c'est pas le pire. Ouais. Il y a pire, mais ouais, ça fait peur. Sur le moment, ça fait peur parce que ça touche à ta motricité et tu te dis, au moment où ça pète, tu te dis: «Putain, est-ce que je vais pouvoir remarcher? Quand? Comment? Dans quelles conditions? Est-ce que je vais pouvoir revenir à l'entraînement ou pas?» Enfin bref, c'est assez flippant. Mm. Bon, après, ça arrive pas non plus tout le temps, mais pour revenir à l'aspect physique des choses, ouais, c'est pour avoir discuté avec quelques grappleurs sur ce podcast, l'entraînement de force, il est intégré dès les entraînements par les entraîneurs de la discipline. Il y a déjà de la force dans leur programme. Ils vont quasiment tous en salle de muscu en parallèle, c'est la norme. C'est pas trop le cas dans la boxe. Moi, j'ai eu beaucoup d'entraîneurs, tu en as peut-être eu dans tes premières années aussi, qui nous disaient de surtout pas faire de la musculation parce que ça nous rendrait lents. Et Ouais, alors que on peut travailler aussi l'explosivité en musculation. exactement, ouais, voilà, c'est ça. En fait, ce qui rend lent, la vérité, c'est que ce qui rend lent, c'est de jamais travailler sa vitesse et son explosivité. C'est Mm. sûr que faire 15 ans de salle de muscu en faisant des reps avec un tempo lent, ça vous fera pas taper plus fort. Ça vous fera Mm. peut-être taper un peu plus lourd, mais je sais que j'ai eu des périodes où je faisais que de la muscu, où je mettais un petit peu la boxe de côté. Et quand je retournais à l'entraînement, j'avais l'impression de pousser mes adversaires plus que de les frapper. Mm. Et oui, là, ça veut dire qu'effectivement, on ne travaille pas comme il faut. Parce que la base pour progresser, c'est quand même de faire de la boxe. Le reste, c'est du bonus pour celui qui a du temps en plus et qui a envie d'optimiser les choses, quoi. Puis on a encore les gens même en musculation, ils ont encore l'idée que il est gros donc si je me tape contre lui, il va me faire mal. Alors Mm. que bah pas forcément. Moi personnellement, j'aurais beaucoup plus peur d'un petit rapide qui sait se battre plutôt qu'un bodybuilder qui est lent et qui sait pas donner un coup. Et Mais, oui, oui, mais les vidéos de Greg MMA ont beaucoup débunké ces idées-là parce qu'il ouais. a combattu quelques bodybuilders très, très, très volumineux. Bon, ou même des strongman aussi. Bah, c'est sûr que face à un combattant de niveau professionnel, qui fait quand même 100 kilos, il faut pas l'oublier aussi, hein, quand on regarde les vidéos de Greg, il fait aussi 100 kilos, lui. Donc les gars en face en font 160, mais lui, c'est pas non plus un tout petit gabarit, quoi. Ouais. Et je trouve que dans tout ce qui est lutte, grappling, c'est un peu moins vrai. C'est-à-dire quand tu Ouais. es lourd et que tu es dessus, le petit maigrichon, pour C'est te plus retourner, compliqué. il faut quand même avoir un sacré niveau technique.
Moi, quand il y a des gros balèzes qui débarquent et c'est leur premier cours, il y en a qui sont dangereux alors qu'ils n'ont jamais pratiqué. Alors que l'inverse, dans la boxe, c'est vrai que quelqu'un qui est en surpoids, qui a jamais mis un coup de poing de sa vie, il arrive dans un cours même de boxe anglaise, ça va être très compliqué, quoi. Ouais, c'est ça. Et ok, bah écoute, merci. Est-ce qu'il y a un sujet que tu voulais aborder en peut-être ton actualité, tes prochaines compétitions? Qu'est-ce que tu as Alors, prévu ouais. prochainement? Là, du coup, au mois de juin, donc pas ce week-end-là, mais les 2 prochains week-ends, je suis en compétition pour chercher le titre de la femme la plus forte de France. D'accord. Donc, ça fait déjà 2 ans que je l'ai. Donc, là, faut que je le conserve. Mhm. Et, Ouais, tu euh, et défends ton en- titre. ouais, je défends mon titre donc là, durant le mois de juin. Et ensuite, j'ai une autre compétition, c'est les Static Monsters Monde, du coup, en Angleterre, fin juillet. D'accord. Comment tu fais pour concilier parce que est-ce que tu es considéré comme une athlète professionnelle en strongman ou pas spécialement? Non, alors en strongman, en France, il n'y a pas vraiment d'officialisation de pro, etc. Mhm. Donc, c'est vraiment, en fait, en France, c'est vraiment, en fait, on va dire des passionnés qui ont créé des fédérations, Mhm. mais ça reste encore pas très connu. Donc, il n'y a pas vraiment de pros, d'amateurs. C'est un petit peu, tout le monde est mélangé. Et après, il faut aller en international pour avoir des grosses compétitions. Est-ce que c'est quelque chose qui te rapporte? Est-ce que ça fait partie de tes revenus de ces compétitions-là ou tu les fais que pour le challenge personnel? Alors, au niveau français, il y a pas du tout de revenus, il n'y a rien du tout. Mhm. Et après, on va dire, on va commencer à avoir quelques cash prize. Donc, en fait, c'est à chaque fois qu'on gagne une compétition, il peut y avoir un petit montant. Mais franchement, c'est pas énorme, quoi. Même l'année dernière, les Arnold Classic, ils avaient mis 500 euros. Mhm. Donc, c'est pas des gros montants, ça permet pas de gagner sa vie, quoi. Ouais, ça te paye globalement le voyage, quoi. C'est ça. Ouais, ouais, selon où c'est. D'accord, ouais, ouais, tu le fais un peu pour l'image et pour le challenge, quoi, en fait. Ouais, parce que c'est vrai que pour commencer à avoir des petits cash prize, dans tous les cas, faut partir à l'étranger. Donc, à la limite, ça te paye une partie du voyage, mais c'est tout. D'accord. Toi, tu vis de ton activité de coach sportive, C'est ça. c'est ça? Et est-ce que le fait d'avoir gagné des compétitions, d'avoir ce titre de femme la plus forte de France, est-ce que ça t'a rapporté des clients en coaching qui viennent exprès pour ça? Alors, finalement, pas tant que ça. Parce que, en fait, la plupart de mes coachings, et surtout les plus sérieux et les plus réguliers, ça va être des gens qui se mettent au sport, qui veulent perdre du poids, ou après, ça va être les retraités que j'ai aussi. D'accord. Et Des retraités? finalement, Ok. ouais, les retraités, en fait, c'est eux qui sont le plus réguliers dans leur coaching, parce que quand on a un rendez-vous coaching avec un retraité, il va toujours être à l'heure, il va attendre son rendez-vous toute la semaine. Et Hmm. c'est vrai que j'ai pas mal de retraités et en fait, eux, ça va être les plus sérieux parce que quand ils ont un coaching, ils sont toujours en avance et puis ils attendent vraiment leur coaching de la semaine, c'est un petit peu leur sortie. Donc finalement, j'ai pas forcément beaucoup de professionnels ou de gens qui veulent faire de la force pure. D'accord. Sur l'aspect alimentation végétale, est-ce que tu fais aussi des suivis nutrition un petit peu? Est-ce que tu donnes des conseils à tes clients en termes de nutrition? Alors moi, je leur donne des conseils. Après, je vends pas de programme vraiment nutritionnel parce que je suis pas nutritionniste, c'est pas vraiment mon métier. Mhm. Donc c'est vrai que je donne surtout des conseils à mes adhérents qui veulent perdre du poids ou qui veulent performer. Mais après, je vends pas de programme alimentaire tout seul. D'accord, ouais. Ouais. Et est-ce que tu as des clients qui sont véganes aussi ou végétariens? Ou est-ce qu'il y en a qui sont intéressés par ça, que tu vas arriver un petit peu à inciter à végétaliser leur alimentation? Alors, j'en ai pas mal qui ont été d'accord pour diminuer déjà. Donc, Mmh. je me dis, bon, ça avance. Après, j'ai des végétariens aussi en coaching. Mmh. Comment tu fais la part des choses entre, parce que celui qui vient te demander un petit peu des conseils là-dessus, si tu vas lui donner un conseil qui va végétaliser son alimentation, comment tu fais la part des choses entre l'aspect éthique qui en réalité ne le concerne pas directement, concerne plutôt les animaux, donc ton envie de le végétaliser pour qu'il, entre guillemets, impacte moins les animaux, et son besoin réel, à cette personne-là?
Alors en fait, moi, je réfléchis comme dans le sport. Par exemple, quelqu'un qui veut perdre du poids, dans ma tête, je sais que bah, je devrais lui conseiller au moins 3 séances par semaine. Mais en fait, quand cette personne elle me dit, je veux faire une séance par semaine, bah, je vais lui dire, c'est bien, déjà, tu commences par une séance par semaine et puis on essayera d'augmenter par la suite. Et en fait, pour l'alimentation, je vais réfléchir pareil. Je vais dire, bah, si dans la semaine, tu vas faire une journée où tu manges pas de viande, bah, déjà, c'est bien, on va commencer par là et puis peut-être que par la suite, tu pourras augmenter. D'accord, ouais. Mais je veux dire, dans ta tête, est-ce que, comment tu arrives à ne pas te laisser influencer? C'est-à-dire, est-ce que dans ta tête, tu as cet aspect éthique aussi, à ce moment-là? Ou est-ce que tu le mets à part et tu restes, dans l'efficacité des conseils pour la personne? Alors, en fait, bah, pour moi, c'est pas vraiment, opposer les 2 parce que Mmh. forcément, je vais avoir ce côté éthique où je veux les convaincre, d'arrêter de la viande et même des fois, je leur dis: «Ouais, la viande rouge, faudrait arrêter, même pour vous, c'est pas bon» et cetera. Donc, Mmh. j'essaye un petit peu d'allier les 2 parce que pour moi, c'est un petit peu la même cause finalement. Mmh. Donc, je vais leur dire: «C'est pas parce que vous mangez pas de viande que vous aurez moins de résultats, bien au contraire». En fait, c'est du gagnant-gagnant, quoi. Ouais, ouais, ouais. C'est du gagnant pour les animaux, pour la personne, pour la planète. Il y a actuellement pas vraiment de, comme on l'a dit au début, sauf pathologie, très spécifique, il y a pas vraiment de points négatifs, en fait, à végétaliser son alimentation partiellement ou totalement. Oui, c'est ça. Pour moi, il y a pas de point négatif, du tout. Bah, écoute, merci, beaucoup. Ça fait un podcast un peu plus court, sachant que je vais devoir retourner travailler très bientôt. Si les auditeurs, veulent, qu'on aborde d'autres sujets et que toi tu es d'accord pour revenir, je vais bientôt lancer une vague de deuxièmes invitations des 1ers invités et donc, tu seras la bienvenue de nouveau, bien évidemment, si tu le souhaites. Avec plaisir. Voilà et bah, écoute, merci beaucoup. Je te souhaite une bonne après-midi et à bientôt. Bah, merci à toi. Bon après-midi. Salut. Salut. Si vous avez écouté le podcast jusqu'ici, c'est qu'a priori il vous a plu. En quel cas, je vous remercie d'avance de nous laisser une note de 5 étoiles sur Spotify ou Apple, un commentaire sympa sur Apple ou sur YouTube. C'est ce qui contribue à nous donner de la crédibilité aux yeux de nos futurs invités. Pour ne pas manquer les prochains épisodes, vous pouvez vous abonner sur votre application d'écoute et nous suivre sur Instagram, Facebook, Twitter et pourquoi pas les 3 à la fois, si vous souhaitez nous apporter un maximum de soutien. C'est tout pour moi, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.